Binge Audio, fabricant de podcasts depuis 2015. Salut, c'est Thomas Rozek. La guerre en Ukraine a d'un seul coup réconcilié nos dirigeants avec les livres d'histoire. Rarement on aura entendu autant de références au passé mobilisées d'un seul coup. On nous a parlé du retour du tragique en Europe, on a ressorti la vieille phrase de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire en lui faisant dire un peu tout et n'importe quoi. On a dégainé des références à l'invasion de la Pologne par les nazis, à la crise des missiles de Cuba, au siège de Sarajevo, à la Tchétchénie, à l'Afghanistan, à l'Irak et à bien d'autres. Si on saisit bien la nécessité politique de s'appuyer sur des références connues pour tenter d'aborder un événement majeur à l'issue incertaine, les comparaisons dépassent rarement la référence vite sortie, vite oubliée. Malgré tout, il y a un conflit passé qui, par de nombreux aspects, fait furieusement penser à celui qui affole l'Europe depuis plusieurs semaines. Cette guerre, on l'appelle la guerre d'hiver. Elle a opposé, il y a plus de 80 ans, la Finlande et déjà la Russie, ou plutôt l'URSS. Et pour bien saisir la pertinence et les limites de cet exemple passé, on va lui consacrer tout cet épisode. Bienvenue dans Programme B. War has gripped Europe, a war of oppression, striking terror to the hearts of innocent millions. Tiny Finland is the latest victim of this unprovoked and ruthless aggression, and its peaceful cities and countryside are soon laid waste by the ravages of the giant bombers whose missiles rain death and destruction from the skies. Alors d'abord, un peu de contexte. C'est là que je sors ma casquette de prof d'histoire ratée. Ce conflit éclate en 1939, une année peu banale, vous le savez comme moi. À l'époque, la Finlande est un tout jeune pays qui a gagné son indépendance de l'Empire russe lorsque ce dernier s'effondre en 1917 durant la révolution bolchevique. Dans la foulée de cette révolution, des négociations se tiennent pour déterminer les frontières de ce nouvel État. Et en 1920, un traité a lieu entre l'URSS et la Finlande qui fixe la frontière entre les deux. Un traité plutôt avantageux pour les Finlandais qui voient la limite de leur pays tout neuf passer à quelques dizaines de kilomètres seulement de Saint-Pétersbourg. C'est ce que Staline appellera plus tard l'erreur de Lénine. Et une fois en place, le dirigeant soviétique n'a qu'une idée, revenir sur ce traité et récupérer du terrain. Il faut dire que Staline est à l'époque très inquiet de possibles manœuvres contre lui de la part de l'Occident et surtout de la part de l'Allemagne nazie. Il montre donc les muscles à plusieurs reprises, sans succès. Il bouge ses troupes, en positionne un certain nombre à la frontière, tout en négociant âprement avec les Finlandais. In Finland today, the world witnesses one of those heroic stands for freedom of men that come but few times in centuries. Mais en 1939, il a un nouvel atout dans sa manche, un pacte. Le pacte Molotov-Ribbentrop, qu'on connaît aussi sous le nom de pacte germano-soviétique. Une alliance entre l'URSS et l'Allemagne nazie qui comporte notamment la mention de zones d'influence, donnant aux signataires les coups des franches pour envahir des territoires. Et côté soviétique, sans surprise, la Finlande est dans la liste. Tout est prêt à la fin de l'année 1939 pour qu'une guerre éclate. La suite, c'est un vrai professeur d'histoire qui va vous la raconter. Il s'appelle Louis Clerc, il enseigne l'histoire contemporaine et pas n'importe où, en Finlande, à l'université d'Åbo, où je l'ai appelé. On en allait au début de l'hiver 1939 avec un Staline qui a déjà positionné des troupes sur les frontières de la Finlande, qui a déjà préparé différents scénarios d'attaque et qui revient à la charge en fait en octobre 1939 avec des négociations demandant à nouveau une rectification de frontières. Et cette fois-ci avec son traité avec Hitler qui fait qu'il a les mains libres en fait dans cette zone. Et après, il négocie avec la Finlande aussi, mais entre octobre et novembre 1939, les Finlandais refusent systématiquement toutes les propositions soviétiques. Donc de ce côté-là, il y a ce prélude diplomatique à la guerre qui évidemment explique le contexte. Donc une fois qu'autour de mi-novembre, Staline a vu que les Finlandais refusaient ces conditions et a vu qu'il avait des troupes à la frontière et pense que cette Finlande minuscule, etc., va s'écrouler sans problème face à la force de l'armée rouge.
une armée rouge qu'il a testée à l'est, sur les frontières de la Chine, une armée rouge qu'il a testée en Espagne, avec la guerre d'Espagne. Donc, il pense que son armée est un outil lui permettant de prendre ce pays d'assaut. Et donc, fin novembre 1939, il organise en fait une provocation qui est ce qu'on appelle les coups de feu de Maïnila, qui sont des coups de feu d'artillerie tirés depuis le territoire soviétique en territoire soviétique et qui tuent quelques soldats russes. Et ces coups de feu qui sont, donc on sait maintenant que ça a été organisé par l'armée russe pour obtenir un prétexte à l'attaque. Ça se passe dans les dernières semaines de novembre 1939. Et après ça, il s'enclenche un mécanisme, une montée à la guerre en fait. Les soviétiques déposent une protestation, la presse soviétique commence à attaquer très violemment l'État finlandais, les troupes sont mises en alerte, etc., etc. Et le dernier jour de novembre 1939, le 30, les troupes passent la frontière. Les dirigeants de l'armée rouge et les soldats aussi pensent que ça va être un conflit extrêmement rapide. Staline pense que pour son anniversaire, donc à la fin de décembre, on aura pris Helsinki et cette analyse est basée sur deux idées. D'abord, en 1918, juste après son indépendance, la Finlande a été déchirée par une guerre civile qui a opposé les rouges aux blancs. Et ce que Staline voit, c'est une répétition de cette guerre civile. Donc, il pense que une fois que l'armée rouge se trouvera aux portes du pays, les blessures de la guerre vont se rouvrir et les rouges finlandais vont prendre le pouvoir et vont accueillir Staline et l'armée rouge avec enthousiasme. La deuxième idée qu'il a, mais qui se révèle être une erreur, c'est que l'armée rouge est capable de mener une campagne rapide sans véritablement se soucier de la résistance qu'opposerait à cette campagne rapide les Finlandais éventuellement. Donc il pense que le pays va s'écrouler de l'intérieur. Et deuxième chose, il pense que l'armée finlandaise va s'écrouler. Alors, il y a plusieurs tentatives par des généraux de Staline de donner une sorte de son de cloche un peu différent. Mais à chaque fois, ils sont balayés par Staline qui pense que non, franchement, tout ça se passera très très vite et qu'il y aura pas de problème. Ce qui est vraiment important de voir, c'est l'énorme disproportion entre les deux armées. D'un côté, on a une armée soviétique qui s'est beaucoup développée, c'est une armée pléthorique avec énormément de matériel, énormément d'hommes. Et c'est une armée qui s'est adaptée, en fait, qui est devenue l'outil de ce qui est l'Union soviétique depuis 1922. Et c'est une armée qui a eu des succès assez convaincants. La guerre d'Espagne, c'est pas n'importe quoi, évidemment. Les républicains ont perdu, mais c'est quand même une armée qui a des officiers qui ont travaillé là-bas. C'est pas une armée ridicule. Et c'est une armée qui donne aussi bien illusion. Il y a énormément d'officiers français qui visitent l'URSS dans les années 30 et qui sont esbobis par la qualité, la quantité de troupes, etc. Donc on a tendance aussi à la voir comme un outil beaucoup plus efficace que ce qu'elle n'est véritablement. Face à cette armée pléthorique, avec des dizaines de divisions, des centaines de milliers d'hommes, etc., on a une armée finlandaise qui est minuscule, qui est composée d'une dizaine de divisions, qui sont des divisions de réserve. Donc c'est une armée qui demande une mobilisation. Et la longue crise diplomatique qui précède le conflit en fait permet aux Finlandais de mobiliser, ce qui est bien, parce que s'ils s'étaient retrouvés en fait à devoir mobiliser sous le feu, ça aurait été plus difficile. Donc on a une armée qui est peu aguerrie, c'est une armée qui n'a jamais combattu. C'est un pays qui n'a jamais combattu. C'est une armée qui a des officiers qui ont très peu d'expérience. C'est une armée qui a très peu de matériel face à la pléthore de matériel, aussi bien roulant que d'artillerie, que etc. Du côté soviétique, on a une armée qui vraiment compte ses obus et compte ses camions et voyage à ski ou à vélo plutôt que de voyager en camion. Mais on a aussi d'un côté une armée qui est motivée, qui défend des territoires qu'elle connaît très bien, qui est bien préparée pour cette guerre. Et de l'autre côté, on a une armée qui n'est pas du tout motivée,
et qui ne connaît pas du tout le territoire, les conditions dans lesquelles elle va devoir combattre, et qui la plupart du temps ne sait pas utiliser correctement le matériel qu'elle a à sa disposition. C'est extrêmement intéressant parce que c'est presque un cas d'école en fait de combat entre une armée absolument gigantesque, gargantuesque mais peu motivée, et une armée beaucoup plus petite mais beaucoup plus efficace. Classiquement, on divise cette guerre d'hiver en 3 étapes. D'abord les combats de décembre 1939 et du début de janvier jusqu'au premier de l'an janvier de 1940, où on a les soviétiques qui traversent la frontière et qui tentent de s'emparer en fait de 3 zones importantes. Au sud, l'isthme de Carélie, qui est cet isthme qui est entre la mer Baltique et le lac Ladoga. Donc c'est cette espèce de couloir de terre qui va en fait de Saint-Pétersbourg, de Leningrad jusqu'à Vyborg, qui est la ville frontière. Ensuite, une deuxième partie qui est plus au nord, qui est au milieu du pays, qui est en fait en face de la grande ville de Oulu, où les soviétiques vont essayer de couper le pays en 2 en fait. Et la troisième partie, c'est vraiment très très au nord, le corridor de Petsamo, qui donne accès aux Finlandais à l'océan Arctique. Donc l'attaque se concentre sur ces 3 parties. Les combats dans le nord autour de Petsamo sont menés dans des conditions absolument dantesques. Il fait dès le début de la guerre, il fait -30. C'est des paysages lunaires de toundra et extrêmement difficiles d'accès, extrêmement difficiles pour les soldats, extrêmement difficiles pour tout. Donc la vie est déjà en soi difficile dans ces zones-là. Donc la guerre est évidemment encore plus compliquée. Les Finlandais en fait retraitent et laissent les Soviétiques s'épuiser. Et l'offensive soviétique va s'arrêter d'elle-même à une 30aine de kilomètres de la frontière. Une anecdote intéressante, c'est qui montre l'état en fait dans lequel les Finlandais attendent ce conflit. C'est que le chef des forces finlandaises dans le corridor de Petsamo se suicide quand il apprend l'attaque soviétique. Les mois de novembre-décembre 1939, c'est un des pics du nombre de suicides en Finlande. Les gens ont peur, les gens attendent le conflit, en même temps espèrent qu'il va pas venir, etc. Il y a un état psychologique de la population qui a été bien étudié et qui est extrêmement tendu. Donc on a à la fois énormément de résistance, énormément de motivation, énormément de personnes qui se portent volontaires pour des travaux d'intérêt généraux, pour des travaux de fortification, pour l'armée, etc. Et en même temps, un effondrement psychologique du pays qui se sent attaqué par une puissance bien plus grande que la Finlande. Au milieu et en face de Saint-Pétersbourg, c'est à peu près la même chose. Les Russes essaient d'avancer, espèrent avancer, mais se heurtent en fait à un terrain qui est extrêmement compliqué d'accès et à des Finlandais qui, contrairement à ce qu'on pensait, résistent bien. Ils arrivent à détruire les colonnes blindées soviétiques le long des routes. Et en fait, dans des combats décisifs à la fin de décembre 1939, les Finlandais arrivent à arrêter l'offensive soviétique sur tous les fronts. Et donc le conflit s'installe en fait en janvier dans une deuxième étape, qui est une espèce de guerre de position. Alors dans un processus qui est assez classique en fait pour l'armée rouge et pour l'armée russe. Après un échec patent par rapport aux ambitions du début, on s'arrête et on réfléchit et on se rééquipe et on éduque les soldats et on les entraîne et on tue quelques généraux et quelques commissaires politiques. On envoie quelques lieutenants au goulag et ensuite on remet tout en place. Et pendant ce temps, évidemment, l'artillerie soviétique pilonne les positions finlandaises. Donc à la fois, on prépare l'armée, on prépare le terrain. Et pendant ce temps, eux, les Finlandais, évidemment, ils n'ont que la diplomatie, puisqu'ils n'ont pas vraiment de réserve qu'ils pourraient mobiliser. Et donc il y a la diplomatie. Et les Finlandais essaient de construire une coalition internationale, en fait, qui les aiderait. Et on les aide énormément. On envoie du matériel, on envoie de l'argent, on envoie. L'Union soviétique est exclue de la Société des Nations, etc., etc. Il y a un mouvement d'enthousiasme européen et mondial extrêmement important autour de la cause finlandaise, mais on n'envoie pas de troupes. Mais cet enthousiasme et ce travail diplomatique fait que Staline pense sincèrement que les pays de l'Ouest vont intervenir. Et donc, il revient à la table des négociations. Les conditions sont extrêmement dures. C'est les mêmes que celles qu'il avait proposées en 1939. Mais il les repropose à ce moment-là.
ensuite, troisième période, l'offensive soviétique. Donc là, avec à nouveau pléthore de moyens, énorme barrage d'artillerie, on revient au combat de la Première Guerre mondiale. En fait, vraiment une guerre de matériel, une guerre de masse, une guerre d'attrition qui va essayer en fait de fatiguer l'armée finlandaise avant des offensives massives contre le front. Et ça dure tout février. C'est une espèce de destruction systématique du front qui nous rappelle évidemment maintenant des choses très actuelles. C'est exactement la même séquence d'événements qu'on a vu en Ukraine après une prise à l'abordage en fait qui échoue. La tactique générale de l'armée russe, c'est de raser entièrement tout et de conquérir les ruines après. L'armée finlandaise recule lentement, mais recule néanmoins. Et à la fin du conflit, le 13 mars 1940, quand les Finlandais acceptent les conditions de Staline et on signe un cessez-le-feu, l'armée finlandaise est à deux doigts de s'écrouler. Des unités fuient, etc. Donc on est loin de l'image d'une armée finlandaise droite dans ses bottes jusqu'à la fin, résistante, etc., etc. Ça reste quand même une guerre extraordinairement dure pour une armée qui n'est pas aguerrie, qui n'est pas habituée à la guerre. Donc c'est ça, trois étapes en fait relativement classiques et relativement bien isolées jusqu'au 13 mars 40 et la signature d'un cessez-le-feu. À la fin de cette guerre d'hiver, la Finlande accepte les conditions de l'URSS et renonce à une partie de ses territoires. Mais elle conserve son indépendance, ce qui est une des issues essentielles de ce conflit. La seconde, et pas la moindre, c'est que la guerre d'hiver va précipiter la Finlande dans les bras de l'Allemagne nazie. Lorsque cette dernière va rompre son pacte de non-agression avec l'URSS, la Finlande va activement collaborer et combattre contre la Russie, se livrant à de nombreuses exactions au passage. Pour autant, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et tout particulièrement de cette guerre d'hiver est encore aujourd'hui perçue très positivement en Finlande. C'est Louis Clerc qui nous explique pourquoi. On parle de seconde indépendance pour la Finlande. La Finlande arrive à prouver sa qualité de pays en résistant à l'attaque soviétique. Alors on pourrait mettre la focale sur les communistes finlandais. Les communistes finlandais avaient, après la guerre civile en 1918, été ostracisés de la société. Et quand Staline attaque la Finlande, de nombreux communistes rejoignent l'armée, s'engagent, parce que les communistes sont tout aussi nationalistes que les autres, sont tout aussi attachés à la nation finlandaise que les autres. La guerre fonctionne en fait comme un creuset dans lequel ces éléments épars de la société finlandaise vont être transformés en fait à nouveau en une société finlandaise plus unie. Alors c'est un peu une illusion d'optique parce que ce qui fait, on pourrait dire, l'indépendance, la véritable deuxième indépendance de la Finlande, c'est au début des années 30, la prospérité économique qui est créée en fait par le développement économique de la Finlande. C'est ça en fait véritablement qui recrée une société. Si la prospérité économique des années 30 avait modelé en fait cette société, la guerre vient la chauffer et en faire véritablement une porcelaine solide. Alors, on a bien compris les similarités qui font que la mémoire du conflit finlandais ressurgisse au niveau international avec cette guerre actuelle en Ukraine. Mais est-ce que cette comparaison a vraiment du sens ? J'ai posé la question, encore une fois, à Louis Clerc. On est habitué en tant que chercheur à ce que l'histoire soit utilisée comme une sorte de supermarché d'exemples où on va prendre sur les rayons un exemple précis pour illustrer un débat ou pour illustrer quelque chose qui se passe actuellement. Et là, en particulier, je dirais, pour parler peut-être de l'opportunité d'une telle comparaison entre la Finlande en 1939 et l'Ukraine aujourd'hui, c'est une comparaison extrêmement intéressante parce que de la même façon, l'Ukraine prouve sa qualité nationale, sa qualité de pays, aussi bien à l'intérieur que sur le champ de bataille. Et on peut très bien imaginer une évolution de la même façon que la Finlande qui en fait mènerait l'Ukraine du point où la Finlande était en 1939, quand l'Union soviétique l'attaque, au point où la Finlande est en 1948, quand elle signe en fait un traité de paix avec l'Union soviétique qui l'ampute certes de territoire à l'Est,
mais qui lui permet de conserver une économie de marché, de conserver un système démocratique et surtout de conserver des liens avec l'Europe de l'Ouest et avec le bloc de l'Ouest. Donc, en fait, un scénario à la finlandaise serait un scénario possible pour une Ukraine qui, certes, serait amputée de certains territoires, mais arriverait à se reconstruire et arriverait à conserver ses contacts avec l'Ouest. Et vu la volatilité de la situation, tous les scénarios, dont cette hypothèse à la finlandaise, sont encore possibles. Merci à Louis Clerc pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.